la métallerie carbure aux applications numériques. En salle table ronde commence maintenant à 11 heures. Commerce. Peut-on résister au rouleau compresseur des GAFA? Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer l'atelier. Les dernières personnes s'installent. Donc je me présente tout d'abord, je m'appelle Lucie Manceau, je suis responsable communication à la CPME des Pays de la Loire. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la CPME, la Confédération des PME. On est une organisation patronale au même titre que le MEDEF. Donc on est un réseau de chefs d'entreprise engagés qui représentent et défendent les intérêts des TPE et des PME. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet atelier. Je vais vous présenter les deux intervenants. Tout d'abord, Karine Rochard. Bonjour Karine. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Je vais vous demander de vous présenter rapidement votre activité et le groupe Asten, surtout le groupe que vous représentez aujourd'hui. Alors en ce qui me concerne, donc Karine Rochard, je suis Digital Manager en charge de la relation client, groupe Asten. Pour ceux qui ne connaissent pas groupe Asten, je vous invite à nous rejoindre au stand 41 à l'Agora, face à l'Agora Pitch. On y est sur un de nos thèmes de prédilection qui est la cybersécurité, puisque nous sommes un infogéreur hébergeur cloud et nous renforçons bien sûr notre pôle cybersécurité. Merci Karine. Et notre personnage principal de cette histoire aujourd'hui, William Moifo, qui est dirigeant de la société STIA. Bonjour William. Bonjour Lucie. Pareil, même exercice. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société en quelques mots, ses activités et les chiffres clés? STIA est une entreprise de services aux industries qui intervient principalement sur des métiers de maintenance industrielle, de tuyauterie industrielle et de transfert industriel. Le transfert industriel, c'est du déménagement, du déplacement de lignes de production. STIA, créée en 2012, 40 salariés aujourd'hui, 4,2 millions de chiffre d'affaires, basé à Sainte-Luce-sur-Loire. Merci William. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler que tout le long de l'atelier, pour que ce soit bien interactif, vous avez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau via l'application Evals. Vous vous connectez sur evals.fr sur un navigateur et là vous rentrez le code DC19, vous choisissez notre atelier et au fil de l'eau vous allez pouvoir poser vos questions. À la fin, il y aura environ 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. Il n'y aura pas de passage de micro dans la salle, donc les seules questions seront celles qui ont été posées via l'application. Donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. Et enfin, à la fin de l'atelier, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un post-atelier qui est disponible en petit comité. Ça durera un quart d'heure, 20 minutes. Ce sera dans le bocal. C'est une pièce à côté. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans la thématique avec tout d'abord un retour en arrière. STIA, c'est une entreprise, comme disait William, qui a débuté en 2012. Elle a été créée avec un associé qui s'appelle Fabrice Graveau. François Griveau. Oh, François Griveau, pardon François. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse du projet et sous-entendu, quelle a été la stratégie de différenciation? Parce qu'il y a des gros dans ce secteur-là. Comment on crée une métallerie en 2012 et comment on se différencie des autres? En réalité, j'ai toujours pensé qu'il restait une grande place en fait pour des métiers très humains comme celui-là. Je rappelle que c'est un métier où l'individu fait tout. Le chargé d'affaires fait le commerce, il trouve la solution technique pour le client. Le technicien réalise. C'est vraiment un métier où la valeur se situe chez l'individu. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une grande plage d'amélioration, d'innovation possible, notamment dans le management, pour pouvoir faire concurrence au plus gros de la place. L'idée principale, c'était d'être très fort sur deux domaines, la technicité et la réactivité. Donc finalement, l'enjeu principal, c'était comment attirer, fidéliser et donner envie aux meilleurs techniciens de la place de Nantes. Je vais caricaturer en disant que les meilleurs techniciens de la place de Nantes doivent être chez STIA. Et si ce pari-là est gagné, forcément, on a la place chez nos clients. D'accord. Et du coup, comment le numérique est arrivé justement, parce que il est arrivé en 2015, donc 3 ans après la création. Comment le numérique s'est imposé comme étant un vecteur de différenciation pour STIA? En fait,
initialement, dès la construction du budget en 2012, on avait des chiffres relativement ambitieux, faire 800 000 € la première année, 1,6 million la deuxième année, un peu plus de 2 millions la troisième, presque 3 millions la quatrième et presque 4 millions sur la cinquième et la sixième année. Donc forcément, avec des ambitions comme celle-là, il fallait absolument être très fort sur la notion commerciale. Donc on a rapidement réfléchi à comment muscler le commerce, comment vraiment apporter une performance forte auprès des chargés d'affaires. Le chargé d'affaires, c'est celui qui fait le commerce, qui trouve la solution technique et surtout qui vend la solution technique. Et donc rapidement, on s'est aperçu qu'être limité à une plaquette commerciale qui peut faire 10, 12 ou 18 pages, on n'arrive pas à emmener le client dans son futur projet. Et on a tout de suite compris qu'avec une application numérique, on pouvait avoir un niveau de détail dans la façon de présenter notre activité, un niveau de détail très fort dans la façon dont on peut présenter l'ensemble des projets déjà réalisés. Ça permet d'avoir un outil beaucoup plus interactif dans lequel on va rentrer beaucoup plus de photos, des détails de photos, on va pouvoir grossir les photos, on va pouvoir rentrer un certain nombre de vidéos de nos réalisations. Ça permet vraiment d'emmener le client dans la future réalisation et donc de participer à convaincre beaucoup mieux qu'avec une plaquette papier. Oui, et aussi, face à des gros donneurs d'ordre comme Fleury-Michon, c'est, comme vous le disiez, la possibilité de dire on a déjà fait ce cas client, regardez, on a la vidéo, on a les photos. Pour rentrer chez ce genre de client, c'est vrai que c'était sûrement plus facile. Oui, il y a derrière ça une autre idée aussi. Il faut rappeler, la métallerie, c'est un métier très traditionnel, c'est un métier de métallo, comme on dit dans le jargon. Pourtant à destination d'industriels. Donc l'idée aussi, c'était d'arriver à ressembler à nos clients, d'arriver à ressembler en tant que métalleux, d'arriver à ressembler à nos clients industriels. Donc du coup, ce type d'application apporte une posture différente dans la présentation que l'on a et dans le type d'écoute qu'on va avoir vis-à-vis de l'industriel qui va nous prendre beaucoup plus au sérieux. Revenons au début de cette application. Qui a eu l'idée, qui l'a développée, qui l'a spécifiée, qui a fait le cahier des charges? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Donc forcément, dans ce métier-là, avec une idée comme celle-là, on vient un petit peu bousculer les choses. Et comme forcément mon associé et puis mes collègues n'allaient pas forcément développer une idée comme celle-là, je suis passé à la manœuvre. Du coup, j'ai réalisé l'ensemble du cahier des charges. J'ai réalisé l'ensemble des maquettes papier. Donc j'ai dessiné en fait sur du format A3 ce que je voulais avec l'endroit où je voulais le bouton pour passer à la page suivante. Donc j'ai fait le design complet de l'ensemble avec des stabilos de différentes couleurs, vert, jaune, bleu, ce qu'on veut. Et ensuite, j'ai trouvé un prestataire qui doit être d'ailleurs ici aujourd'hui, qui s'appelle Concerto, qui a du coup mis en musique en fait ce que j'avais réalisé pour nous livrer une application. Et ça a pris combien de temps tout ça, entre la phase de réflexion, la spécification et le développement de l'application? Combien de temps il a fallu pour utiliser, parce qu'on le rappelle, c'est sur tablette. À quel moment vous avez pu faire les premiers tests sur tablette? On va dire que j'ai finalisé l'idée en à peu près 2 petites semaines. J'ai réalisé les maquettes, ça m'a pris bien presque 2 mois. Et ensuite 2 mois de travail avec le prestataire, avec quelques allers-retours forcément pour améliorer les premiers projets. Ok. Deuxième application, parce qu'il y en a 2 aujourd'hui qu'on va vous présenter chez STIA. La seconde, elle n'est pas à destination des chargés de projet, mais plutôt des chefs de chantier. Et elle est arrivée un petit peu plus tard. On rappelle que la première application date de 2015. Celle-ci est arrivée plus récemment, elle date de 2018. Même exercice, quel était l'objectif, quels sont les usages, comment vous l'avez développé, la même chose. Donc, là encore une fois, bousculer le métier. Donc, bousculer un chargé d'affaires, c'est assez facile. Bousculer un chef d'équipe tuyauteur, soudeur ou chaudronnier, lui expliquer que maintenant il va faire son métier avec une tablette, ça c'était une autre affaire. Par contre, voilà, je voulais absolument bousculer le métier en pensant qu'il fallait apporter de la valeur le plus près possible de la réalisation technique.
Et donc là, du coup, l'idée est venue de pouvoir créer une application qui permet au chef d'équipe, en arrivant sur site, de pouvoir réaliser un certain nombre d'éléments de vérification avant de démarrer son activité. Et en fin d'opération, de pouvoir réaliser un certain nombre de contrôles pour s'assurer qu'il a réalisé son opération conformément aux attentes du client. Donc combien de temps ça vous a pris? Donc là, c'est beaucoup plus court en réalité, parce que je n'ai pas eu de création de maquette à faire. J'ai juste eu l'idée à finaliser. Et pour le prestataire informatique, ça a été assez simple. Donc ça, c'est un projet de 3-4 mois. D'accord. Et qui pour autant apporte une valeur énorme au quotidien. Et comment vous l'avez déployé? Vous avez commencé avec tout le monde, tous les chefs de chantier? Vous avez commencé par 2 ou 3 personnes bien prêtes? Une fois que l'application était prête, on a déployé, je pense, sur 2 ou 3 techniciens pour qu'ils l'utilisent. Ça n'a pas été sans complication, hein, mais rapidement, dès les premières utilisations, ils se sont rendus compte que ça nous apportait une vraie valeur. Ils ont vu surtout la valeur sur la dernière partie de l'opération. En réalité, on fait, quand on arrive sur le chantier, on fait ce qu'on a appelé un check-in. Je contrôle un certain nombre d'éléments pour pouvoir démarrer. Donc je me mets en sécurité, je fais mon balisage, je réalise mes consignations, la mise en sécurité de l'installation. Sur cette partie-là, c'était un peu plus fastidieux. Par contre, sur la dernière partie, je contrôle avant de partir. Je fais le PV de réception avec le client. Je contrôle l'installation et le client valide par sa satisfaction. Là, ils ont tout de suite compris qu'ils quittaient le chantier avec une validation client, une satisfaction client, un PV de réception et que ça attestait qu'ils avaient bien fait leur job. Et ça a été beaucoup plus facile à mener. Et ensuite, on a déployé le reste des chefs d'équipe au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, tous les chefs d'équipe sont déployés, une douzaine. Et on s'apprête à faire une réunion là bientôt pour faire un premier retour en fait sur, je veux dire, 6-7 mois d'utilisation. D'accord. On va revenir un petit peu, parce que là c'est la technique, on sait comment vous avez mis en place ces applications, pourquoi, qui les utilise. Mais vous, en fait, en tant que dirigeant, en tant que penseur du projet, clairement dans tout ça, on voit que vous êtes totalement au centre du projet. Pourquoi avoir pris l'initiative et y être allé tout seul? Pourquoi ne pas avoir été accompagné? Pourquoi ne pas avoir créé une équipe projet autour de vous? L'absence d'équipe projet vient principalement du fait que je pensais que j'étais sur des sujets qui bousculent vraiment le métier et qui bousculent aussi l'entreprise. Et donc là, il fallait que je me mouille totalement et que j'aille au bout pour qu'ils arrivent à toucher du doigt l'idée. Parce que simplement, en évoquant l'idée, ce que ça allait apporter, la plupart voyaient ça de très très loin. Donc je me suis dit, allez, je vais y aller, je vais développer. Et une fois l'application existante, là, à ce moment-là, ils vont la tester. Et on aura largement le temps de l'améliorer au gré de leurs remarques. Alors, Monsieur Wafo, je vais me permettre de prendre la parole parce que pour avoir entendu de nombreux témoignages de transformation numérique, là, concrètement, vous bousculez l'image du dirigeant qui effectivement est en capacité d'avoir une idée puisqu'il a la vision d'une part de l'ambition de son entreprise, mais également de façon très concrète des usages attendus par les clients. Mais réellement, quelles sont les compétences que vous avez utilisées ou l'expérience qui vous a permis de démarrer ce projet jusqu'à prendre à votre charge la spécification fonctionnelle, le maquettage et la relation avec le développeur donc, de cette application? J'ai du mal à répondre à la question, je suis désolé. Votre feedback, votre background, vos expériences passées en termes de méthode? Qu'étiez-vous auparavant, avant d'être dirigeant de STIA? J'ai été responsable qualité dans une première vie. Forcément avec une vision assez pointue de la méthode, qui est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et sans doute que ça m'a aidé pour
pour passer de l'idée à la concrétisation de ces projets-là. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que pour les dirigeants d'entreprise qui sont dans la salle, si vous vous sentez moins à l'aise que M. Wafo pour avoir la capacité à décrire ces spécifications techniques, avoir la méthode, évidemment, vous avez, y compris dans cet écosystème ici pendant le Digital Change, toutes les structures pour vous accompagner à le faire, parce que c'est assez rare qu'on ait en face de nous un dirigeant qui soit en capacité de le faire. Donc, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse évoquer ce point. Ceci dit, quand on fait l'exercice du business plan et qu'on a une vision d'un projet d'entreprise et qu'on dessine toute cette vision dans un business plan, c'est en réalité le même exercice qu'on fait. Quand on crée son entreprise, on ne part pas simplement de la vision et on se dit, bon, bah, je ne sais pas ce que ça donnera plus tard. On a une vision et on décrit cette vision dans un business plan qui doit être un document assez opérationnel et qui doit nous faire voir précisément, façon de parler, mais qui doit nous faire voir où on sera dans 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, je trouve que c'est un travail qui est assez ressemblant finalement. On part d'une vision et derrière on détaille ce qu'on voit. Comme qualité aussi, comme avantage, on va dire, à avoir pris en main le projet, vous, tout seul, quand on a discuté ensemble, c'était ressorti aussi le fait d'avoir une certaine rapidité, une efficacité dans la mise en place, parce que vous saviez exactement où vous vouliez aller, vous aviez une idée tellement précise que c'est vrai que ça aurait été un peu une perte de temps de faire appel à un consultant pour rédiger le cahier des charges à votre place. Vous avez préféré le faire vous-même plutôt que pour une question de rapidité, j'imagine. Oui, pour une question de rapidité, et puis une question aussi d'obtenir assez précisément ce que j'avais comme vision. J'entends souvent beaucoup de gens dire finalement on est mieux servi que par soi-même. C'est un peu, je pars un peu de cette idée-là. Et après, quand je ne sais plus faire, je fais appel à des prestataires. Donc la technique, l'informatique et tout ça, c'est absolument pas mon truc. Par contre, de pouvoir sur l'application commerciale, de pouvoir dessiner sous forme de plaquettes papier finalement, sauf que pour passer à la page 2, je dis que le bouton je le veux à cet endroit-là et je passe à ma page 2 et ensuite je dessine ma page 2 et là je veux un bouton et je peux passer à ma page 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc finalement ça je peux le faire. Et d'un point de vue technique, informatique, numérique, je ne sais plus faire et donc là je fais appel à un prestataire qui prend le relais. En fait, vous avez décortiqué le processus commercial de bout en bout, de telle sorte que vous ayez les meilleurs usages et la meilleure satisfaction des clients. Et globalement, vous l'avez vous-même spécifié par des schémas, etc. Donc, je crois que oui. Vous êtes exemplaire pour ce type de projet. Maîtrise du temps, maîtrise des coûts aussi. Parce que finalement, tout le temps que vous y avez passé à spécifier, c'est ça en moins à payer un prestataire. Après, il y a eu l'achat des tablettes et le développement technique. Mais c'est vrai que ça a été assez maîtrisé en termes de coûts. C'est sûr, c'est du temps qui coûte pas cher, hein, du temps de dirigeant le soir, la nuit, le week-end. Par contre, ouais, en effet, en termes d'investissement, surtout, faut ramener ça sur la taille de STIA en 2014. On devait être à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'avais pas un budget développement informatique pour 30 ou 40 000 euros. Ça n'aurait pas été possible. Donc finalement, je pense qu'on était sur un budget de 10 000 euros et plus l'achat des tablettes. Donc, on va passer maintenant un peu à l'autocritique de ces deux projets. Les freins, qu'est-ce que voilà après la mise en place, maintenant que ça tourne et que ça fonctionne, quels sont les points peut-être que vous auriez pu faire différemment ou que vous allez mettre en place peut-être pour les V2, V3 des différentes applications? C'est sûr que j'ai fait un peu tout seul malgré moi, parce qu'en réalité, c'est pas que je voulais faire tout seul, c'est que je voyais bien que j'étais un peu tout seul dans mon idée.
Et donc le regret que j'ai, c'est notamment de ne pas avoir pu créer une équipe dès le démarrage, une équipe en interne de gens qui comprennent l'idée tout de suite, qui adhèrent et puis avec lesquels on va pouvoir travailler ensemble, déployer et obtenir forcément quelque chose de meilleur. Ça, c'est le grand regret que j'ai, qu'aujourd'hui je rattrape d'une certaine façon, parce que maintenant qu'ils utilisent ces différentes applications, on a un retour d'expérience et on va pouvoir du coup améliorer les outils, cette fois-ci après usage. Oui, c'est ça. Vous avez eu beaucoup de retours utilisateurs, entre guillemets, pour pouvoir faire les évolutions. Là, sur la première application, vous êtes à quasiment 3 ans de recul. Sur celle qui est un peu plus récente, j'imagine que là, ils doivent venir vous voir en disant « Ah, William, je veux pouvoir faire ci, je veux pouvoir faire ça, ça faut que ce soit différent. » Là, maintenant, ils sont impliqués. Sur la première application, l'application commerciale, on va bientôt passer à la 3e version. Là, les retours sont vraiment exceptionnels, quoi. Les chargés d'affaires, ils se demandent comment ils faisaient hier. Parce que mon collègue François, il se baladait avec un sac avec des photos de toutes les réalisations qu'il a fait dans les premières dates de 1985. Pour expliquer aux clients qu'ils savaient faire ci et qu'on pouvait faire ci et qu'on pouvait faire ça. Et puis souvent, en ouvrant son sac, en cherchant des photos et tout ça, vous imaginez commercialement, du coup, ils ne les trouvent pas. Et si je pensais les avoir, moi, je ne les ai plus. Aujourd'hui, tout ça, c'est du grand passé. Et du coup, on charge toutes nos réalisations dans l'outil avec 3-4 photos, des vidéos à certains moments. Quand il y a des réalisations sur lesquelles on veut absolument montrer certaines choses, du coup, on a la possibilité vraiment de zoomer et de montrer aux clients et d'expliquer. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment top. Et sur la 2e application, là, on n'est encore que à la première version. On a une réunion là début février avec les chefs d'équipe pour apporter du coup des améliorations. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement demandeurs. On leur fait des feuilles de route papier, qu'ils ont une feuille de route pour dire c'est tel chantier, c'est à tel endroit, voilà ton nombre d'heures à consommer, ton nombre d'heures de nacelle à consommer, ton nombre d'heures chariot élévateur à consommer, et ainsi de suite. Et en fin de chantier, ils font le delta, en fait, et ça génère comme ça un calcul de la rentabilité de l'affaire. Aujourd'hui, ils veulent absolument avoir cette feuille de route dans l'outil, donc ça c'est super. Ils veulent avoir les plans, parce que du coup on leur fait des photocopies des plans nécessaires quand ils vont chez le client. Aujourd'hui, on pourrait demain charger l'ensemble des plans nécessaires à la prestation dans l'outil, ce qui fait qu'on arrive chez le client, on ouvre le projet, on fait son check-in, et ensuite on réalise les opérations. Et si on a besoin d'un plan, on va le chercher directement dans ce projet-là. À la fin du chantier, on remplit sa feuille de route avec ses consommations en heures homme, en heures chariot, en heures nacelle et autres. Et on a sa marge qui sort comme ça en automatique. Eh bien, dis donc, il y a encore de quoi faire, des réunions de prévues. Par contre, ça ne change absolument rien à la qualité de la soudure. Oui. C'est pas ça qui va faire que votre soudure va être parfaite, propre ou pas. On va arriver à la dernière partie, les résultats. Forcément, maintenant que vous avez du recul, si on dit sérénité et croissance, peut-être d'abord sur la partie sérénité, qu'est-ce que ça vous inspire, aussi bien au sein de vos équipes que chez vos clients? Je vais parler de ma sérénité pour commencer. Non. Non. Si. Sérénité sur l'application commerciale, j'ai envie de dire, c'est l'évolution de notre capacité à capter des clients chez STIA. Aujourd'hui, on arrive à prendre environ entre 25 et 30 nouveaux clients par an. Sachant qu'un nouveau client chez STIA, c'est forcément des travaux dans la durée. On travaille pour des industriels type Air Liquide, Saunier Duval, des gens comme ça. Donc une fois qu'on arrive à rentrer, ils ont forcément dans l'année de multiples choses à nous faire, que ce soit en maintenance mécanique, en tuyauterie ou en transfert de machines. Et donc la possibilité d'arriver à convaincre plus facilement et de rentrer entre 25 et 35 nouveaux clients chaque année, ça nous permet la croissance que l'on a aujourd'hui, qui est une croissance entre 15 et 20% chaque année.
Et ça, pour un chef d'entreprise, ça apporte une certaine sérénité quand même. Ensuite, au niveau des équipes, sérénité par rapport, comme vous le disiez, le check-in, le check-out, savoir que quand on part de chez le client avec la deuxième application de suivi de chantier, on est sûr qu'il n'y aura pas de retour client, de réclamation. Pour vous aussi, en termes de facturation, vous pouvez dire, bah non, là vous aviez dit que tout s'était bien passé, ne revenez pas à me demander autre chose. Oui, deux choses, parce que le chargé d'affaires, quand il prend une opération, il envoie ses équipes chez un client faire une réalisation. Le chantier pouvant être à Bordeaux, par exemple. Une fois que son chef d'équipe a fait le check-in, le chargé d'affaires, il sait qu'il est arrivé sur site, il sait qu'il a vu le client, il sait qu'il a fait le plan de prévention, il sait qu'il a balisé sa zone, il sait qu'il a fait les consignations, et il sait que tout est OK. Parce que quand le chef d'équipe fait le check-in et qu'il l'envoie, le chargé d'affaires le reçoit en automatique, et le check-in arrive chez le chargé d'affaires avec un carré vert. Ça veut dire que tous les éléments de contrôle sont OK. Donc ça apporte une certaine sérénité au chargé d'affaires qui sait que son gars, il est arrivé, et il est prêt à démarrer, que tout va bien. Et ensuite, en sortie de chantier, pareil, ça lui apporte une forme de tranquillité. Il sait que le chantier est terminé, il sait que les gars sont sur la route. Le client a signé, le client est satisfait parce qu'il y a un petit smiley du client qui est dessus. Il a le PV de réception du chantier aussitôt. Donc il peut prendre le dossier et l'envoyer à la facturation. On peut lancer la facturation alors que les gars ne sont pas encore partis du périph' bordelais. Donc ça apporte quand même une certaine fluidité aussi dans les choses, quoi. Et du coup, pour vos clients, en termes de satisfaction client, ce genre d'outils, ça leur fait aussi gagner du temps. Plus besoin forcément de venir faire des visites tous les mois, tous les 2 mois sur le chantier, venir contrôler, appeler, être en relation. Là, eux aussi ont un accès, j'imagine, à leur suivi de chantier. Oui, en fait, sur l'application suivi de chantier, il y a plusieurs utilités. Donc, il y a la première dont on a parlé là, où le chef d'équipe il va faire du check-in, du check-out, et il va pouvoir faire des photos, des vidéos pendant le chantier et les envoyer directement dans le cadre de ce projet-là. Mais il y a une autre utilité, c'est quand le client n'est pas présent sur site. On travaille beaucoup avec notamment des bureaux d'études qui sont des concepteurs de machines. Je vais les citer, des gens comme SEA Productique à Carquefou. Ils vont concevoir des robots et nous, on va aller monter ces robots chez leurs clients. Du coup, quand on est en train de monter le robot chez le client de SEA, notre client SEA, il voit ce qu'on est en train de faire. Il reçoit le check-in, donc il sait qu'on est arrivé chez son client. S'il y a des problématiques particulières pendant l'opération, le chef d'équipe prend des photos, des vidéos qu'il envoie directement au client et c'est le client SEA qui reçoit ces éléments-là. De la même façon, on a des clients qui nous font réaliser des opérations, des fabrications de machines spéciales à base de tuyauterie. Dans le jargon du métier, on va appeler ça des skids. Et on réalise ces skids chez nous à l'atelier alors que le client peut être parisien ou lyonnais. Et donc là, ce client-là, il va suivre l'évolution de l'avancement de ce projet au travers de cet outil de suivi de projet parce qu'on va lui envoyer, dans le cadre du projet, les différentes évolutions. Et donc ce client-là, il se déplace un peu moins pour venir contrôler l'avancement des travaux. Et sinon, un autre avantage, en tout cas un autre résultat, peut-être pas directement lié aux applications, mais c'est en termes de recrutement, attirer de nouveaux talents, être vu comme une entreprise innovante, qui en tout cas qui fait les choses différemment des autres métalleries. Est-ce que ça joue au moment de recruter? Est-ce que c'est compliqué actuellement, j'imagine, de recruter un soudeur à Nantes? Nous, depuis le départ, on a axé vraiment le cœur de notre stratégie là-dessus, sur le fait que c'était plus difficile de trouver un excellent tuyauteur, soudeur, mécanicien à comparer à la difficulté de rentrer des nouveaux clients. Moi, je considère aujourd'hui que c'est plus compliqué pour nous, le recrutement, que finalement de capter de nouveaux clients. Et ces éléments-là viennent montrer du coup à ce public qu'on est aussi une entreprise qui évolue, qu'une métallerie peut être différente, peut vivre dans son époque, et vu que ça alimente finalement aussi le développement de l'entreprise, quelque part ça vient nous aider à capter, à fidéliser, et puis surtout à donner envie de faire les choses un peu différemment. Et si j'ai bien compris, donner envie également à des métallos féminines,
puisque dans l'entreprise, jusqu'alors, vous n'avez pas encore dans l'atelier de personnel féminin. J'ai pensé à vous ce matin Pourquoi pas? parce que j'ai reçu un CV ce matin d'une jeune fille qui est en formation et qui a un mal fou à trouver un stage. D'accord. Et bien entendu, mes collègues l'ont rappelé et puis du coup, elle va commencer avec nous début mars. Et en effet, on n'a pas de femmes dans le métier. Et il n'y en a pas beaucoup. Il commence à y en avoir un peu, surtout dans la soudure, plutôt du côté de Saint-Nazaire. Mais voilà, en mécanique très peu, en électromécanique très peu aussi. En tuyauterie, j'en ai jamais rencontré. Parce que les écoles ne sortent pas de promotion avec des femmes et des jeunes filles. Oui, j'ai un collègue qui a un autre avis sur la question. Il dit qu'en tuyauterie, il faut absolument avoir une certaine vision dans l'espace. On pourra en reparler. La petite phrase misogyne du jour. Je ferme la Il fallait. parenthèse. C'était une plaisanterie. Mais c'est vrai qu'il y a très peu en fait, de femmes dans les métiers de la tuyauterie, mais beaucoup plus dans le métier de la soudure. Voilà. Et donc nous, on veut absolument arriver à féminiser un peu le métier, toujours pour arriver à le bousculer un peu. En tous les cas, avant de conclure sur la parole de l'expert, comme c'était prévu, n'est-ce pas? Ce que je voudrais dire, c'est que je vous incite, si vous connaissez des jeunes filles qui sont dans ces métiers, à solliciter William Wafo, à visiter l'entreprise, parce que d'une part, vous y verrez la façon dont l'attachement à l'humain et à son environnement de travail est véritablement mis au cœur de la stratégie d'entreprise au quotidien. Je parle à peine des espaces de travail et de loisirs, qui sont vraiment véritablement différenciateurs aussi et très attrayants. Et donc, je vous incite tous les uns les autres, si vous avez des jeunes filles, des nièces, des enfants autour de vous, à solliciter William, de telle sorte qu'elle puisse les visiter cette entreprise qui est extrêmement attrayante. En ce qui concerne, pour faire une première conclusion sur cette très belle histoire que je pourrais évoquer comme étant exemplaire de la transformation numérique d'une PME, je voudrais évoquer le fait que le concept du digital change depuis le départ est de mettre en avant, bien sûr, l'expertise technologique et l'innovation technologique à notre disposition aujourd'hui pour réaliser plus de business et attirer plus de clients, bien sûr, mais également cet aspect humain que vous avez évoqué et qui est au cœur des sujets et au cœur de la différenciation et de la valeur ajoutée pour le client. Ça, c'est véritablement important. Les critères de succès, si je peux résumer, premièrement, la technologie. La technologie aujourd'hui que vous avez utilisée, c'est-à-dire le développement d'une application mobile sur des tablettes, elle est aujourd'hui accessible. Elle est accessible parce que ses prix sont accessibles, parce que les techniques, la mobilité aujourd'hui, elle est reconnue depuis 20 ans dans les métiers aussi techniques, dans les techniciens de maintenance, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est périn. Donc c'est vraiment ce premier élément qui est véritablement important. Et l'accessibilité aux compétences, vous le voyez autour de vous avec toutes ces expertises concentrées dans un seul espace comme ici. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un projet de transformation numérique, c'est véritablement révélé quand les résultats sont tangibles. Sont tangibles pour le manager que vous êtes, pour le dirigeant d'entreprise que vous êtes, parce que ça participe à l'ambition que vous avez portée de votre entreprise, vous l'avez évoqué. Et je voudrais juste rappeler que votre business plan que vous aviez présenté, il a été atteint année après année avec tout le pragmatisme que vous avez démontré ici. Globalement, donc, c'est d'une part tout ce qui touche à ces résultats tangibles pour le patron d'entreprise, pour les salariés sur le terrain, et ça vous l'avez véritablement évoqué. Difficile de bousculer les habitudes de travail, mais quand on met à disposition de salariés, que ce soit des salariés dans les bureaux administratifs ou des salariés sur le terrain, si dans leur quotidien, ils réalisent que cet outil est extrêmement pragmatique et concret et facilite leur travail, de toute façon, l'appropriation se fera rapidement. Et enfin, dans les résultats tangibles, c'est évidemment, et vous l'avez évoqué Lucie, c'est pour les clients,
c'est qu'à partir du moment où il y a un retour client, une satisfaction client, et que vous leur facilitez également la vie, de toute façon, vous avez un feedback immédiat. Ça, c'est vraiment un critère clé des projets. Et pour que ces projets soient avec des résultats tangibles rapides, il faut les créer avec beaucoup de pragmatisme, avec des usages précis et dans le cadre d'une amélioration continue comme vous êtes en train de le faire. Et enfin, je conclurai définitivement, là pour le coup, sur le leadership du dirigeant, vous le voyez bien, c'est ce dirigeant qui ose, qui a des idées, mais qui ose aussi surmonter les manches de telle sorte d'aller faire une spécification fonctionnelle qui n'est pas votre métier au départ, et pour engager le projet et engager les équipes, engager les clients. Et ça, cette notion de oser, c'est véritablement ce qui va faire la différence. Et j'espère qu'après ce témoignage, vous aurez tous envie d'oser et discuter ensuite avec William Wafo et Lucie Manceau sur cet aspect-là. Merci Karine. On va passer aux questions-réponses. On a quelqu'un de chez Evals qui va prendre la main. J'espère que vous avez posé beaucoup de questions. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Wafo. Bonjour. Donc du coup, on a eu quelques questions, donc on va vous en poser quelques-unes et puis on vous retrouvera ensuite au bocal si vous avez décidé d'approfondir votre réflexion. Merci. Alors, première question, aviez-vous vu des applications équivalentes pour inspirer les maquettes que vous avez faites? Non, pas du tout. Réponse simple. Deuxième question, vos concurrents ont-ils réagi en voyant votre démarche commerciale et digitale, a priori nouvelle et innovante, et vous ont-ils imité depuis? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est chaque année, il y a un salon à Nantes, salon de l'industrie et de la sous-traitance. Et sur ce salon, il y a un certain nombre de gens qui font le même métier que nous. Et l'année dernière, on était juste à côté du stand de Actemium, groupe Vinci. Donc ils font exactement le même métier que nous. On les croise sur tous les dossiers aujourd'hui. Ils avaient un stand magnifique. Il ne faisait pas 100 mètres carrés, mais pas loin. Et leur chargé d'affaires était en présentation avec la plaquette papier d'Actemium Vinci et parlait de leur projet. Et du coup, nous, on avait mis toutes nos tablettes sur le stand, qui fait stand de 18 mètres carrés. Et en discutant avec du coup des prospects en fait qui passaient sur leur stand et après au nôtre, bah, on avait un niveau d'échange qui était beaucoup plus détaillé, qui était beaucoup plus long parce que du coup l'outil était interactif. Donc du coup on leur donnait la possibilité du coup de choisir, de zoomer sur des photos, de regarder une vidéo détaillée d'un client qui parle d'un projet qu'on a réalisé. Voilà. Donc on a vu qu'à ce moment-là, par rapport à une entreprise comme celle-là, on avait une petite longueur d'avance. Maintenant, je ne suis pas chez tous nos concurrents, je ne sais pas vous dire où ils en sont sur le sujet. Je doute qu'ils soient très avancés pour une raison, c'est que je vais souvent sur les sites internet de mes concurrents. Et les sites internet dans ces métiers-là datent souvent des années 90. Donc j'ai du mal à penser qu'on puisse travailler sur des applications de ce type-là sans avoir modifié déjà son site internet. D'accord, très bien. Une autre question, l'application chantier est-elle disponible en mode déconnecté? Je ne comprends pas la question. Alors, c'est une question qui a été posée telle qu'elle. En mode déconnecté? En mode déconnecté. Il y a une autre question équivalente, c'est avez-vous un mode déconnecté sur l'application technicien et quel est votre prestataire? C'est des questions qui sont assez similaires. Mais, Du coup, maintenant je comprends la question. On a besoin de faire un partage de connexion. En fait, on part du smartphone avec un partage de connexion sur la tablette pour pouvoir avoir de la data, pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Pour l'application de gestion de chantier, l'application commerciale, en fait, elle est stockée directement sur la tablette. Donc là, on n'a pas besoin de connexion. D'accord, très bien. Et quel est le budget pour chaque application? Est-ce que les applications ont aussi évolué au fil de l'eau depuis leur création? L'application de gestion de chantier, on est vraiment sur un budget assez light. On devait être sur quelque chose comme 7 000 € de mémoire. Quand je vois ce que ça apporte
C'est vraiment rien du tout. Dans les entreprises, c'est extrêmement facile d'investir sur un nouveau véhicule. Quand on a un véhicule, un Kangoo ou un Master qui est rendu à 200 000 km, toutes les entreprises passent forcément à de l'investissement. Ce sont des sommes beaucoup plus importantes, mais on a souvent du mal à mettre des sommes comme 7 000 € sur la table pour des applications comme celle-là, simplement parce qu'encore une fois, on n'est pas prêt, on n'est pas préparé psychologiquement à passer à ce type d'investissement qui réellement apporte beaucoup pour le métier. Et l'application commerciale, une somme à peu près similaire, je crois que j'ai dit 10 000 € tout à l'heure. Mais là, il y a un long travail de préparation et c'est ce travail de préparation en réalité qui coûte cher. Je pense que si j'étais passé par un cabinet de communication, par exemple, j'ose même pas imaginer la somme. Très bien. Y a-t-il eu quelques réticences face à l'arrivée de l'outil destiné aux chefs de chantier? Si oui, quelle a été la plus importante? Comment a-t-elle été contournée? Et sinon, pourquoi? Très étonnamment, c'est une excellente question ça. En fait, on est souvent face à ses propres peurs. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on va avoir de la réticence pour certaines choses parce qu'on se dit, on fait quand même un métier de métalleux, le gars avec son poste à souder, moi je vais venir lui filer une tablette, il va me regarder comme un extraterrestre. Mais finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que la plupart des gens aujourd'hui ont un smartphone. Un certain nombre sont sur les réseaux sociaux, que le monde évolue à côté de nous très vite et que dans certains métiers, on reste très loin en fait. Et finalement, les réticences ont été, j'ai envie de dire, presque insignifiantes. Et puis le fait de pouvoir donner à chaque technicien comme ça une tablette, il y a un côté, j'obtiens quelque chose, un outil sympa de l'entreprise. Il n'y a pas de contrepartie, non. Il faut juste que maintenant tu l'intègres dans ton métier. Finalement, on n'a pas tant de réticences que ça. En tout cas, je ne pourrais pas appeler ça des réticences. Une réticence, c'est vraiment quelque chose qui freine le développement. Or là, finalement, on n'a pas été freiné dans le développement. Il faut expliquer correctement comment utiliser les choses. Et en fait, ils l'utilisent. Et puis, les premières remarques qu'ils vous font, c'est des remarques d'amélioration de si, mais je pourrais avoir si. Mais donc, maintenant, on pourrait aussi avoir ça. Ah bah oui, tu pourrais aussi l'avoir. Ah d'accord. Et ils font des feuilles de pointage. Toutes les semaines, chaque technicien remet le vendredi ses feuilles de pointage. Le lundi, j'ai été à tel endroit, j'ai fait 5 heures le matin chez tel client, j'ai fait 3 heures chez tel client. Ensuite, j'ai été en déplacement à Bordeaux, donc il me faut un grand déplacement parce que j'ai dormi à l'hôtel le lundi soir. Bon, ils font des feuilles de pointage comme ça. Et donc, les assistantes, il faut récupérer toutes les feuilles de pointage pour pouvoir générer la paye. Et du coup, il y a des techniciens qui me disent « mais je pourrais faire la feuille de pointage directement ?» Je dis « bah oui, on pourrait… dans l'application, intégrer les nouvelles feuilles de pointage. Et donc, du coup, tu es sur le chantier, tu fais automatiquement ta feuille de pointage le soir à l'hôtel, tous les jours, et le vendredi, tu remplis la dernière case du vendredi, tu fais OK, et ça part directement. Et là, on se rend compte du fait que ça peut vraiment être grandiose, quoi. Et en fait, et ça, tout de suite, ils le voient. Et donc là, aujourd'hui, on est submergé de propositions qu'il va falloir canaliser un petit peu, parce qu'on ne pourra pas faire une modification avec tout ça en une fois, forcément. Très bien. Avant-dernière question, avez-vous présenté et sollicité l'avis de l'équipe commerciale pour jauger leur adhésion à l'utilisation de l'application? De l'application commerciale? Oui. Là, pareil, non, pas vraiment. Je leur ai dit que j'avais cette idée en tête, je leur ai dit ce que ça pourrait apporter et tout ça. Bon, ils m'ont regardé comme un extraterrestre, mais j'ai l'habitude. Et puis j'ai travaillé, et puis quand j'ai eu le premier jet, c'est là où je leur ai montré. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait… Parce que du coup, en fait, j'ai fait le travail qu'eux vont faire. Je leur ai présenté certaines de nos réalisations en zoomant et en leur montrant des vidéos que j'avais rentrées dedans. Et là, ils se sont tout de suite rendus compte de la facilité qu'ils allaient avoir eux demain face aux clients. La difficulté, la seule difficulté qu'ils ont eue, c'est qu'ils arrivent facilement à tourner les pages d'une plaquette papier. Et là, ils se demandaient, mais comment on va retenir où sont l'ensemble des touches, des boutons pour pouvoir passer à autre chose. Là, je leur ai dit, autant que ton téléphone, l'utilisation. Quand tu changes du téléphone, à chaque fois, tu galères un peu. Puis là, avec l'usage, 1, 2, 3. Et du coup, ce qu'on s'est fait, on s'est fait des séances de présentation qui étaient des grandes
des grandes rigolades, parce qu'on a toujours du mal à se mettre en situation quand on est avec des collègues. On était 5 autour de la table et chacun présentait soit la présentation générale via l'application, soit l'application maintenance, soit le domaine maintenance, soit le domaine tuyauterie, soit le domaine transfert, en essayant de retrouver toutes les touches et tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on s'est exercé un peu, mais on n'a pas pu le faire très sérieusement parce qu'à chaque fois on se moquait un peu les uns les autres. C'était un bon, voilà. Donc au final, on s'est dit allez, on va y aller comme ça. Puis au début, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait pas mal de rendez-vous de présentation avec eux, au moins 2 avec chaque chargé d'affaires, où c'est moi qui m'y collais à la présentation. Et du coup, après, ils ont pris le relais. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a dû imprimer il y a 4-5 ans 3000 plaquettes qui aujourd'hui servent de moins en moins quand même. Mais ce qu'on fait, en fait, on fait la présentation commerciale au client et on lui laisse la plaquette. Mais du coup, on use beaucoup moins de plaquettes quand même. Très bien, dernière question. Juste une petite dernière, c'est justement une petite question de conclusion. Si c'était à refaire, referiez-vous pareil en solo ou bien vous feriez-vous accompagner un petit peu plus? Accompagné en interne ou par un prestataire? La question est vaste. En interne, j'aimerais bien, parce que c'est quand même plein de solitude à certains moments. En externe, non. Non, parce que je reste vraiment convaincu que sur ce que moi j'ai fait, en tout cas, il y a des choses beaucoup plus complexes à faire. Sur ce que moi j'ai fait, c'était simple et que c'est vraiment à la portée, à mon avis, à la portée de beaucoup de gens. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.